Non. On va commencer dans quelques instants. Je vais aller chercher Monsieur Julien Panchovilla. C'est un scandale, c'est pas fait. Non, certainement. Ça va. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être venus pour la présentation du premier roman de Julien Villa, Rodez Mexico, que vous avez juste ici, publié aux très belles éditions Rue de l'Échiquier, connu pour ceux qui n'ont jamais lu, alors, et pour leur aspect très sensible aux questions de société, à l'écologie, à l'urbanisme aussi, et puis là qui ont lancé une très jolie collection fiction. Alors, je ne sais pas quel roman c'est, si c'est le 5e, 10e dans la collection, mais ça doit pas être très loin. C'est le premier français. C'est le premier français. Voilà. Eh ben, Ouais. donc, voilà, ils avaient publié Cotopia, que vous avez trouvé souvent ici. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je reçois Julien, que vous avez peut-être déjà croisé pour son travail avec la guerre mondiale. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Et puis nous, on va parler surtout de littérature, même s'il y a une actualité en novembre, on l'évoquera peut-être un petit peu. Ouais. Au cours d'échanges. Alors, pour vous faire le petit pitch, alors je vais pas trop vous en dire parce que Julien est là pour en parler beaucoup mieux que moi. Comment dire, prise de conscience à 30 ans d'un homme qui s'appelle Marco, qui est jardinier communal dans l'Aveyron, À Rodez. et qui un soir va voir une vidéo dans une espèce de petite grotte, une vidéo du sous-commandant Marcos, et ça va être le déclencheur de tout. Après un Technival sur le Larzac. C'est ça. Ouais, pour ses 30 ans. Et grande remise en question, j'en dirai pas beaucoup plus parce que quelque part, t'es là pour ça. Alors, rêve ou pas rêve cette vision dans la grotte? Première question, parce qu'il revient du Larzac, il a un peu fumé, il a un peu bu. Et il a fumé, et oui. Alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce que justement, il est sur un Technival, mais il ne prend pas de drogue dure hallucinogène. C'est important parce qu'il s'agissait de... je me suis intéressé à un courant sud-américain de littérature qui s'appelle le réalisme magique. On connaît beaucoup, je crois, en France, la magie qui sort d'un réalisme, en tout cas qu'on voit dans le réalisme. Et ce qui est beau dans le réalisme magique, c'est qu'il tire la réalité vers une fiction autre, et il fait de cette fiction autre une nouvelle réalité. Et donc ça m'a intéressé d'imaginer ce personnage qui s'appelle Marco et qui rencontre la figure du sous-commandant Marcos, qui est son quasi-homonyme à un S près. Et comme pour Philippe K ou La fille aux cheveux noirs, qui est le livre précédent, je me suis intéressé à composer 3 figures de Don Quichotte moderne, qui à un moment donné de l'ère néolibérale capitaliste vont dire « Non, je ne suis pas ici, ici ça n'existe pas ». Et à chaque fois, c'est le même processus, quelqu'un voit quelqu'un dans le miroir qui n'est pas lui et se reconnaît. Et alors, j'aime beaucoup Borges, qui est un auteur argentin, qui dit cette phrase que je trouve magnifique, il dit « Je est un autre et le vrai c'est toujours l'autre ». Et c'est vrai que voilà, après pas plus dire, mais c'est vrai que du coup il y a eu le réalisme magique m'intéresse dans le sens où on peut ruser avec des signes dominants de notre époque, mais sans les prendre frontalement. Par exemple, le jardinier communal, il a un pantalon jaune fluo et il travaille sur des ronds-points. Voilà. Donc on fait circuler des signes et puis tout d'un coup, à une époque où quand même on nous a à tout jamais volé l'image de la cagoule révolutionnaire, il décide de la porter. Il va se prendre pour un guerriero mexicain. Et il va reprendre son rond-point, sa terre, pour y planter du maïs et des avocatiers, à Rodez en hiver. Et comme Don Quichotte, s'il paraît être burlesque ou loufoque, ce n'est qu'une ruse. Il est ce qu'il y a de plus sérieux, c'est le monde dans lequel il vit
qui est burlesque et loufoque. Donc, rêve ou réalité, Mexico n'est pas un lieu que rêve Marco. Mexico est le seul endroit encore réel au monde. Rodez, Bergerac n'existe pas. Vous êtes tous en train de ramper avec les zapatistes dans le sud-est mexicain, dans la boue. Et donc, c'est le pari fou que prend cette figure. Rêve pour miroir inversé. Ce qui apparaît comme la réalité n'est que rêve. Et ce qui apparaît comme le rêve est l'absolue réalité. C'est pour s'amuser, hein, y a pas de... C'est pas pour être agressif. Non. Et alors, tu lui fais faire une espèce de parcours d'initiation. C'est-à-dire qu'il a cette espèce de révélation dans la grotte, il voit le sous-commandant Marcos qui le pointe du doigt presque, qui lui dit « t'es mon successeur, en tout cas, tu pourrais être moi ou je pourrais être toi ». Et puis il y a quelqu'un qui le prend en stop et qui demande si sa vie lui plaît. Oui. Et ça va être le déclenchement de tout, et il va commencer à s'intéresser, notamment il va commencer à lire. Alors forcément, le libraire que je suis a trouvé ce passage absolument incroyable, où il s'éduque. Ouais. Alors ça, bon, évidemment, pardon de dire ça, mais on écrit toujours un peu autobiographiquement, même dans le réalisme magique. Et ça part d'une histoire, parce que bon, moi je fais du théâtre avant tout, avec Samuel notamment qui est là, Samuel Vitos qui travaille, qui devient dramaturge quand on passe au plateau et qui organise le festival de Villeréal. Je rencontre Henri Devier qui est ici, qui tient la gare mondiale de Bergerac. Et quand je lui raconte cette histoire, Henri me dit « Ah là là, c'est marrant, il y a 15 ans, j'ai fait un faux sous-commandant Marcos de Bergerac et j'ai publié des faux communiqués. » Pourquoi je te dis ça ? Pour l'éducation. Ouais, pour l'éducation. Et donc, il y a quelques années, je pars, en 2012, il y a 10 ans, je pars avec mon ami Sylvain Creusevaux, qui est un metteur en scène avec qui on était à l'école sur Paris, tout ça, et il nous propose, parce qu'à l'époque il avait un petit peu un espace ouvert, il nous propose de nous tirer en Lozère avec 20 acteurs pour travailler sur le Capital de Marx, en impro pendant 2 ans, parce que nous on travaille avec ce qu'on appelle de l'écriture de plateau. Donc c'est de l'improvisation, mais c'est pas de l'improvisation qui tourne en roue libre pour être de l'improvisation. On se dit, on réinvente l'eau chaude, hein, tout le monde le sait dans le théâtre, mais ça nous passionne de dire, ok, on sait assez qu'il faut écrire pour jouer, mais ce serait bon de se rappeler qu'il faut aussi jouer pour écrire. Et du coup, partant de là, moi, à titre personnel, j'ai pas fait d'études, je plonge dans l'œuvre de Marx, l'œuvre de Debord, et non seulement il faut la capter, mais en plus il faut jouer avec, pas faire des conférences, pas devenir un éternel viveur pendant que les autres sont toujours plus spectateurs et les écraser de connaissances, il faut jouer. Donc c'est très difficile, et on plonge là-dedans, et je me mets à remplir des dizaines de cahiers que je lis, que je relis pour inventer des impros, tout ça. Donc je me suis amusé à ce que mon personnage, en rencontrant la figure du sous-commandant Marcos, lui c'était un éternel cancre, il est avec sa bande de potes dans la zone industrielle et commerciale du Grand Rodez, et il s'est toujours moqué des intellos, lui c'est l'éternel cancre, il fume des joints avec ses copains, et tout d'un coup en voyant la figure du sous-commandant Marcos, il a d'abord un choc sensible, et quand il découvre l'histoire, alors je ne sais pas si tout le monde voit qui est le sous-commandant Marcos, mais donc c'est un guerriero porte-parole de l'armée zapatiste de libération nationale dans le sud-est mexicain qui se réclame de Zapata, qui est un révolutionnaire du début du siècle, et de Pancho Villa aussi, un révolutionnaire mexicain. Et il est arrivé, il raconte cette chose très belle, on ne sait pas qui c'est, hein. Tout est fiction parce que c'est un personnage inventé, donc on sait qu'il existe, mais il n'existe pas non plus. Et dans toutes les hypothèses, on comprend quand même que c'était un prof spécialisé dans les théories marxistes, qui est arrivé dans les communautés indigènes du Chiapas, et lui est métis, donc il est à la fois blanc mexicain et à la fois indien, comme une partie de lui a été exploitée comme ça dans ces forêts. Et il arrive et on lui dit « tu viens pour enseigner l'histoire du Mexique ». Et il arrive et il raconte qu'il a dans la bouche des mots de Marx, quoi, des mots très compliqués, que les gens lui disent « mais on ne comprend pas quand tu parles, ta parole est trop difficile ». Et il se rend compte que dans les communautés indigènes du Chiapas, ce n'est pas une image, on dit que Zapata est encore vivant, que son cheval a été aperçu dans les montagnes. Et il se rend compte que pour être crédible là-bas, il faut partir avec les guerrieros dans la montagne,
et y survivre, parce que la montagne tue les guerrieros impurs et épargne les purs. Et Marcos raconte que un soir, dans les hauteurs, il est monté, il a enfilé une cagoule, il est monté sur les montagnes et il a rencontré un indigène qui s'appelait le vieil Antonio et qui lui a raconté des histoires d'Indiens, des histoires de légendes où on ne savait jamais vraiment si elles s'étaient passées hier, si elles dataient d'aujourd'hui ou si elles étaient prévues pour demain, une espèce de temps étrange. Et quand il est descendu, il a dit aux villageois, il n'a plus parlé de conjoncture, de dialectique, d'aliénation, il a répété ce que lui avait dit le vieil Antonio, à savoir, les ruisseaux ont gonflé la rivière, maintenant elle change de couleur, bientôt elle quittera son lit. Et là, tout le monde l'a regardé, a fait « Ah !» et a pris un fusil. Et Marcos dit cette phrase très belle, il dit « Je croyais que j'étais venu pour parler, j'étais venu pour apprendre à écouter. » Et du coup, c'est ça qui perturbe mon personnage, parce qu'il se dit, bah alors, il voit dans le miroir renversé quelqu'un qui est vivant et lui est mort. Et il se dit, merde, est-ce que ma vie me plaît? Et cette nana qui le prend en stop, c'est une dame qui doit avoir 70 ans, et qui sait qu'elle le prend au bord du Larzac, et qui sait ce que ça raconte. Elle sait que le Larzac est une terre de lutte. Et elle lui dit, mais tu vis dans cet endroit, cette zone, mais moi quand j'étais gamine, il y avait encore la campagne. Et elle lui dit, mais tu vis dans un endroit où il n'y a personne qui habite, parce qu'il vit dans le seul pavillon encore debout dans cette zone. Et à l'époque se tenait son quartier d'enfance. Et il se retrouve dans ce pavillon immonde, Rosse-Saumon, au milieu d'un rond-point et d'une zone industrielle, avec ses souvenirs enterrés. Et quand cette femme lui dit, est-ce que ta vie te plaît, après la rencontre avec Marcos, il va rentrer chez lui et il va se rendre compte qu'il vit dans le décor d'un tournage vieillot, laissé à l'abandon. Rien ne lui semble réel. Et il va se dire, merde, alors moi je dois faire l'inverse. Si Marcos a dû tout désapprendre, alors si je veux remonter jusqu'à lui, il va falloir que j'apprenne tout, parce que je sais rien, je comprends rien. Et là, il plonge dans Marx et il essaie de s'en tirer, c'est pas gagné. Voilà. À tel point que lui-même va commencer à écrire également. Alors, justement, par rapport à ça, parce que moi j'ai trouvé que c'était vraiment un moment intéressant, c'est qu'il va faire des rencontres, il va faire toute une série de rencontres. Est-ce que tu voulais dire par là que l'éducation, notamment l'éducation politique, se fait avec les autres? Tu avais une envie d'évoquer quelque chose comme ceci? Parce que Marx, il n'arrive pas au début à le lire tout seul. Il a besoin de quelqu'un qui l'accompagne, notamment. Oui. Non, je dirais que ce qui m'a intéressé là-dedans, encore une fois, c'est pas tellement l'éducation. Salut, ça va? Bien. Et non, c'est pas. Alors je transforme ma question. Vas-y, repense là, ouais. À un moment, tu sens qu'il y a un clivage. Lui, c'est éduqué. Ouais. Et tu sens qu'avec ses amis proches, avec qui il a fait les 400 coups, il y a un clivage qui se crée. Oui. Il y a une différence qui se crée. C'est-à-dire que lui, son discours sur Marx, sur le capitalisme ou la volonté de dénoncer ce système-là, il est plus en adéquation avec ses copains. Pour un temps, ouais. Pour un temps. Ouais. T'avais envie de raconter quelque chose là-dessus ou ça c'est arrivé normalement? Non, moi je me suis intéressé, si tu veux, à chacun de mes Don Quichotte a une maladie psychiatrique cachée. Enfin, comme la psychiatrie l'appellerait. Philippe K, lui, c'était un paranoïaque. Donc il pense que le monde conspire contre lui. Il peut être aussi pronoïaque, c'est-à-dire qu'il pense que le monde conspire pour son bien. Mais il y a quelque chose de l'ordre de ça. Marco de Rodez, c'est un mythomane. Et évidemment, il vient de Rodez, alors c'est la ville d'Artaud. Et selon Artaud, c'est la ville où a été enfermé Artaud dans une asile pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Et Artaud dit que le mythomane, c'est le chasseur de mythes. Et je dirais qu'il le dit. Il dit à un moment, c'est la rage monte. Il dit, j'ai un chant guerrier qui gonfle dans ma poitrine. C'est comme si tout mon système nerveux se hérissait d'épines. Il dit, et je sais pas pourquoi je lis, mais c'est comme si je faisais le plein de munitions. Et c'est quelqu'un qui pressent sa rage. Il la pressent et il remonte comme un saumon. C'est pas pour rien que d'ailleurs je me suis engueulé avec les acteurs, parce que il va se faire exproprier de son pavillon de merde là. Mais c'est pas l'expropriation qui lui fait plonger dans Marcos. Il plonge dans Marcos, il devient fou, il lit, il écrit, et 1 an plus tard, ils reçoivent la lettre d'expropriation. Et il va dire cette phrase, il va dire, merde, c'est parce que j'ai posé mon regard sur la bête qu'elle me prend en chasse. Avant, elle m'a oublié, mais maintenant, elle a senti ma sueur. Et c'est là où je tiens au réalisme magique.
c'est que il n'y a pas de volonté de dire sur la politique, mais par contre, une rage s'empare de lui. Et il essaie de la décrypter. Et il comprend, et moi ça a été mon cas, je déteste la culture générale. Enfin, je veux dire, je comprends pas. J'ai pu lire, moi, je viens du rap, quand j'ai pu voler les livres. Tu vois, comme on samplerait des disques de jazz. Et j'ai trouvé l'intérêt à la lecture quand j'ai eu l'impression d'aller faire des braquages. C'est-à-dire de dire, ah putain, lui il a écrit ça, attends je vais lui voler, puis je vais écrire ça, puis attends je vais prendre un bout. En gros j'ai pu écrire quand j'ai compris que j'étais écrit. Et que je me suis plus fait emmerder par cette espèce de page blanche, cette aspiration divine. Et c'est ça, je pense, qui excite mon personnage, c'est qu'il se rend compte que ça le rend dangereux, ses connaissances. Il se met à s'embrouiller avec le syndicaliste. Il lui dit, bah oui, il lui ressort la phrase de Marcos qui dit cette belle phrase, il lui dit, le prolétaire, c'est celui qui, à force de se prendre pour une chaise, finit par être très content de se faire écraser par un cul. Il comprend ça. Il dit, non René, je ne prendrai pas la carte CGT. Je ne la prendrai pas parce que tu ne me feras pas dire qu'on me donne du travail quand on ne fait que me prendre mon temps. Donc, il plonge dans une... Parce que, évidemment, ce qui est amusant, c'est que la pensée marxiste, elle est très méconnue. On connaît beaucoup le Marx exotérique, c'est-à-dire celui de la lutte ouvrière, mais on connaît mal le Marx philosophe qui dit, cette phrase géniale qui dit, mettre sur le même plan les frais de production d'un homme et les frais de production d'un chapeau et les frais de reproduction d'un homme, c'est changer l'homme en chapeau. Mon personnage, il lit ça, il se dit, merde, alors, si on pense comme l'outil qu'on utilise et comme la valeur qu'on utilise, alors moi, je vais me changer en zone industrielle. Je vais me changer en tondeuse pour jardinier. Il prend au mot. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Il ne spécule pas, il n'en tire pas d'autres conclusions que ce qui lui arrive physiquement. Après, tu as dit il y a quelques instants que c'était pas politique. Et pourtant, la politique est extrêmement présente dans ton ouvrage. Oui, ouais. Tu parles évidemment de la France périurbaine, tu parles des zones pavillonnaires qui disparaissent au profit des zones industrielles, le choix du rond-point, tout ça c'est hautement politique. Oui. Alors c'est quoi? C'est des faits que tu prends comme ça dans l'actualité? C'est un ressenti que tu as? Est-ce que tu as lu de la sociologie pour en parler? C'est là où je reviens sur le réalisme magique, c'est que je pense que l'ultime engagement politique, pour moi, est avant tout poétique. Je veux dire, prendre au mot la politique, c'est se faire poétique. Mais d'ailleurs, pour parler vraiment de sources intellectuelles et tout, toute mon opposition du livre, c'est un mec qui découvre la pensée marxiste et en gros qui va faire une ZAD en sauvant son pavillon, ça va devenir une ZAD. Il va y avoir une inondation, une sécheresse, une canicule en janvier. Enfin, on brasse complètement les signes d'un monde, comme je vous disais, en rusant, les détournant. Mais derrière, plus la ZAD va monter, plus lui va devenir complètement flingué, va écrire des communiqués de plus en plus bizarres et va finir par parler avec une taupe. Il va se faire pote avec une taupe zapatiste qui le prend pour Sancho Panza. Et ses copains vont le mettre à l'écart parce qu'il devient trop fou. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, il y a la nécessité zapatiste d'une organisation, de devenir fraternel, de s'organiser contre une domination. Et il y a ce que soulève Artaud, qui est l'impossibilité totale de l'être à effectuer sa révolution. Et c'est en ça où moi je tiens au compte. C'est-à-dire que je pense quand même que tout propos politique vise à dire amen. Et je pense que le propos poétique te laisse au bord du gouffre. Et c'est pour ça qu'il est magnifique. C'est pour ça que, je pense, c'est pour ça qu'on voit beaucoup Oedipe monter au théâtre et pas beaucoup le Capital de Karl Marx. Non mais, quoique, ça se discute, mais bon. Et alors, on va pas trop en raconter évidemment sur l'histoire parce que il y a quand même quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement, et on a commencé à l'aborder tout à l'heure, hein. C'est des phases de rêve. Oui. Régulièrement, les chapitres sont coupés pour avoir une espèce de phase de rêve ou de transe, alors je sais pas comment tu l'appelles toi, pour ton personnage. T'avais envie de jouer sur cette notion-là, t'avais envie qu'il ait justement, pour montrer la naissance de la folie, ou petit à petit cet espace onirique qui le prend de plus en plus. Quelle était ta démarche là-dedans? C'est-à-dire que Marcos rencontre le vieil Antonio sur les hauteurs du Chiapas, et le mien va rencontrer dans ses rêves, et sur les hauteurs du Larzac, le vieil Antonin.
Alors oui, Artaud, tout ça, mais le vieil Antonin, il va venir lui parler dans ses rêves, comme chez Castañeda. C'est-à-dire il va venir lui faire des rituels pour le mener vers sa vie de guerriero. Il va l'aider à mourir au monde. Il va l'aider à mourir au monde. Alors évidemment, le petit secret, c'est que Marco, il lit des bouquins, et en fait, tous les rêves, j'ai volé des structures des bouquins qu'il lit. Donc en fait, tous les rêves, si vous creusez un peu, on retrouve des structures qu'on peut trouver chez Paco Ignacio Taibo, chez Castañeda, chez J.G. Ballard, qui sont des auteurs que j'aime beaucoup, qui sont les auteurs que lit mon personnage. Et ces rêves vont être initiatiques, mais chaque rêve lui permet de réorganiser sa colère à Rodez, jusqu'à ce que les rêves deviennent une part plus réelle que le monde dans lequel il vit. Mais je sais pas si je réponds à ta question. Bah, faut leur demander à eux. Hein. Moi, je pose les questions, hein, c'est toi qui apportes les réponses. Moi, madame, j'ai envie de dire... Non, mais parce que c'est vrai que je comprends qu'on veut pas raconter l'histoire, mais j'ai envie de dire qu'il faut spoiler un maximum, parce que enfin, moi, je sais que c'est ça qui m'excite. J'aurais tendance à dire toute l'histoire et la fin, parce que je pense que c'est intéressant et passionnant de pas regarder le quoi, mais le comment. Et par exemple, on dit jamais pour Roméo et Juliette, me dites pas la fin. Plus on sait qu'il meurt à la fin, plus c'est beau de voir l'écriture de Shakespeare, parce que, je sais, on travaille beaucoup avec Samuel, comme disait ton père, c'est une très belle phrase, il disait une dramaturgie, c'est quelque chose qui vise une fin. Et donc quand on sait quelle fin on vise, alors on s'amuse à la cacher, à prendre des détours, des leurres. Mais bon, je me suis aussi pris la tête pour que l'histoire elle soit un petit peu haletante, donc je vais pas... voilà, je vais pas... Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Non, vous inquiétez pas, on vous racontera pas la fin. Surtout qu'il y a un point qui nous intéresse vachement, non, c'est... mais quand je dis pas raconter la fin, même le milieu, enfin... si vous voulez, c'est... Je n'ai pas l'habitude de lire beaucoup de policiers, mais je lis beaucoup de littérature, et latino, et dans le texte, et je vous assure que les auteurs latinos ont des fins magnifiques. Si vous racontez la fin, Oui. bien sûr ça a de l'intérêt, mais Oui, je vois ce que vous voulez dire. et le style aussi a beaucoup d'intérêt, le fil de l'histoire, enfin tout ce que vous voulez, mais... j'ai d'ailleurs cru au départ que vous étiez latino, parce que vous avez un nom de famille qui pourrait... Je m'appelle Villa, ouais. Oui. Alors c'est vrai ou pas? Je m'appelle Villa? Ouais. Mais alors... Non, mais pardon, excusez-moi, parce que son personnage principal est fan de Zapata, de Pancho Villa en l'occurrence. Je me suis demandé à quel point ça pouvait être un nom d'emprunt. Alors, pour dire la vérité, c'est qu'on m'appelle Pancho depuis toujours, en fait, parce que vu que Julien, il y en a à peu près 4 dans ma génération par pièce, on était à l'école ensemble avec Samuel au conservatoire du 5e arrondissement à Paris, et mon prof m'appelait Pancho parce qu'il y avait plein de... Il y avait un deuxième Julien. Et... Voilà, et quand j'ai... Il était meilleur Julien que toi. Et puis voilà, et puis bon, je sais pas qui est mon grand-père, non, mais... Moi, je voulais aller à Rodez. Ce qui m'intéressait, ça. Non, mais en fait, pour vous dire, je sais pas qui est mon grand-père, on est là-dessus, mais peu importe. Quand j'ai fait le Capital, mon copain Creusot me dit, mais putain, tout le monde t'appelle Pancho, regarde un peu Pancho Villa. Et donc en impro, j'ai fait toute la vie de Pancho Villa en impro, d'après le livre de Paco Ignacio Taibo, un petit peu en bouffon. On s'est bien amusé. Après, je suis rentré dans le sous-commandant Marcos. Et après, du coup, cette matière vient de là. Mais on en parlait avec Henri tout à l'heure, c'est le fait que ça soit pas destiné au théâtre, mais parce que derrière, moi, je livre ça à mes acteurs, mais il n'y a pas d'adaptation faite à table. C'est-à-dire, on improvise à partir de ça. Donc c'est entre une écriture qui n'est pas du théâtre et un jeu qui n'a pas de pièce. Et on se cherche comme ça. Donc ce qu'on dit d'accord, ce qui est beau, c'est de laisser circuler des hasards aussi dedans. Par exemple, je rencontre Henri, on parle de son faux sous-commandant Marcos, et puis Henri a un personnage qui s'appelle Wilden et qui pose sa cabane sur les ronds-points de la zone industrielle de Bergerac, à la recherche du quartier disparu qui était à côté de la poudrerie, qui était Bikini, l'ancien quartier de Bergerac, et maintenant il n'y a plus qu'une plaque. Et le personnage d'Henri a un masque de singe et un bleu de travail, un fusil.
Et donc du coup, c'est devenu un pote de mon personnage. Et il lui envoie des lettres, et ils s'écrivent, et c'est ce que j'appelle c'est ce que nous on appelle faire bouture. Ouais. Il y a 1 an, on était en première phase de répétition avec la guerre mondiale, et on parlait avec des amis, tout ça, et on était bloqués, on ne pouvait plus être dans les théâtres, je ne sais plus si vous vous rappelez, les théâtres étaient occupés notamment. Et du coup on s'est dit, alors on va quitter les lieux du théâtre et on va marcher. Et on a organisé une première répétition itinérante de Rodez Mexico avec les acteurs en personnages qui marchaient en improvisant. Des fois juste on marchait, des fois on bossait pas, des fois bon. Et on a organisé une friction de notre fiction en cours avec la réalité. Et on a rencontré Wilden, il nous attendait sur son rond-point. Et tout ça en fait crée une espèce de bouture un peu magique, comme ça on sait plus bien si on l'a rêvé, si c'est un souvenir réel. Et on a aussi construit l'histoire du roman comme ça. Enfin, dans les hasards heureux aussi, au moment où on a commencé à organiser cette marche, on recevait les premières annonces de la délégation Zapatistes qui décidaient de venir en France. Ouais. Je sais Et qui sont passés à Montpezat d'Agenais, là, au plus près du coin, là, c'était à Montpezat. J'y aurais bien été, mais j'étais encore au Mexique. Parce que moi, vous étiez au j'arrive Mexique. du Mexique. Ah oui, d'accord. J'y ai vécu longtemps. Ah bon? Ouais. Et où? Oaxaca, À à Oaxaca. côté de Chiapas. Ce nom est comme C'est pour ça que je un connais cœur qui bien se brise. l'histoire. Ouais. C'est la phrase de Laurie, Oaxaca. Et Zapata, il est plus intéressant que Villa. Je Alors vous ça- recommande Zapata. Non, mais je les connais bien les deux, Oui. mais je dois dire que ce qui m'a passionné dans le Mexique, c'est que on aime beaucoup Zapata, ça je le sais. Mais je pense que, alors loin de moi de faire une leçon de Mexique, mais moi ce qui m'a passionné dans le Mexique et dans ce que j'ai beaucoup lu et travaillé dessus, c'est ce que dit Paco Ignacio Taibo, c'est que séparer Villa et Zapata, c'est comme séparer le yin et le yang. C'est-à-dire Oui. qu'ils représentent une réalité mexicaine. Et c'est passionnant de voir comme par exemple Villa, c'est lui qui savait se battre, pas Zapata. Sans Villa, il se serait fait écraser en deux. Forcément, Villa avait toutes les armes. et Oui, Zapata mais même Zapata avait le aucune reconnaissait. Mais surtout, ce qui est passionnant, par exemple, moi j'adore la figure de Villa et Zapata, mais j'aime celle de Villa parce qu'elle est insaisissable, elle est amorale. C'est un voyou, c'est ça que je veux dire. Et il représente ce Mexique Nord où c'est des bandoleros, il sait pas son nom, il sait pas sa naissance. Villa, c'est un nom de conquistador espagnol, hein. Il s'appelait Doroteo Arango. Il s'est rappelé Villa, on sait qu'il a eu 300-400 enfants. Il savait pas, c'est vraiment ce qu'on appelle par ici, dans le genou, vraiment une caïra. Mais Il allait faire beaucoup d'incursions aux oui, États-Unis, mais il dit notamment. cette phrase que je trouve magnifique à Zapata, il lui dit écoute, Pancho Villa évite de voler les pauvres, n'a aucune pitié pour les riches, qu'est-ce que tu veux de plus? Il dit pourquoi vous, les riches, vous voulez toujours que le pauvre il soit vertueux alors que vous acceptez que le riche ce soit une merde? Et je trouve ça très beau. Et ils ont eu des super belles discussions avec Zapata, où justement Zapata était quand même accompagné par des mecs comme Palafox, qui étaient des proches de Lénine, tout ça. Et Villa a eu quand même quelques coups intelligents, où il lui a dit, attention, tu veux transformer tout le monde en paysan, avec ta redistribution collective de la terre, mais moi, mes hommes sont des nomades. Et tu peux pas les attacher à la terre et aux saisons. C'est aussi lui qui s'est dressé contre les zapatistes quand ils ont tué tous les prêtres. Quand ça tuait les prêtres dans les trucs, en disant attention, au nom d'une théorie, ne tape pas dans les croyances des gens, accepte leur contexte. Donc, je suis d'accord. En tout cas, je vous conseille le livre de Paco Ignacio, il est génial. Pancho Villa, le roman d'une vie. Parce que c'est faux, tout ça. C'est-à-dire que c'est des légendes. Et il dit cette phrase magnifique, il dit Pancho Villa, et comme tous ceux qui n'ont pas d'histoire, il invente des légendes. Donc il a 15 noms, il a 15 histoires par jour différentes, on ne sait pas. Et je trouve que les deux forment une histoire du Mexique. Ah oui, non, les deux, je suis d'accord. Et c'est ça qui m'a... Faut pas oublier l'autre. Ah non, mais Zapata, c'est la référence absolue, Zapata, évidemment. Mais je trouve que Pancho Villa est trop souvent vu comme un réactionnaire, alors que c'était quelqu'un de beaucoup plus complexe. Non, mais disons que c'est vrai, il arrivait du Nord et il conduisait pas que des bandoleros, il avait aussi les ouvriers. Oui. Et il était quand même celui qui
armait les ouvriers, Oui. alors que Zapata n'avait que pour se battre que des fourches, des bâtons. C'était les Indiens pauvres du Chiapas, de Oaxaca. Du Morelos. Hein? Morelos. À l'époque, le Oui, Chiapas mais- n'est pas considéré comme mexicain, c'est ça qui est fou aussi. Oh. C'est considéré comme une frontière pleine de forêts d'Indiens vers le Oui, Guatemala. mais c'était bourré de gens qui se sont rebellés. Hein. Oui, mais c'est enfin, ce que dit Bachet, Jérôme Bachet aussi, qui est un ami de Marcos, qui est beaucoup en France, il dit que c'est vraiment le Go Selva, un peu comme le Go West. C'est Parce qu'il y avait beaucoup de forêts, mais Oui. il y avait énormément d'Indiens qui... bien sûr, mais qui n'était pas considéré à l'époque. Enfin, le Morelos, c'était plus au sud que. Oui, mais si vous voulez... Bon, enfin, je ne veux pas accaparer la conversation, Bon, non, mais c'est hein, ça me intéressant. dérange un peu. Si vous voulez, les Indiens ont toujours été considérés comme des pauvres merdes, excusez-moi l'expression, par les métis. C'est vrai. Donc Villa était un métis Ouais. et Zapata était un Indien. Oui. Et donc il y a un nom à Mexico pour qualifier les Indiens, c'est Naco. Si vous traitez quelqu'un de Naco, c'est vraiment le truc le pire que vous pouvez dire, quoi. Ouais. C'est pauvre merde. Ouais. Excusez-moi, hein, mais comme je traduis aussi. Voilà. C'est vrai. Mais c'est pour ça que le fait que le sous-commandant Marcos soit un métis, c'est, je pense, une symbolique très forte. Oui, Très forte. mais il a été accepté par les Indiens. Bien sûr. Mais il a toujours dit qu'il n'était pas leur chef. Bien sûr, il n'est que le porte-parole. C'est pas pour rien qu'il s'appelle sous-commandant. Oui. D'ailleurs, les zapatistes, quand on est commandant, on est dans la merde parce qu'il faut commander en obéissant. Donc, et puis il faut perdre toute sa fortune. Il faut la mettre toute la communauté. C'est une galère de commander. Le système démocratique zapatiste est passionnant. Notamment les délibérations démocratiques se font dans un bordel inouï. Et vu que le but n'est pas d'avoir raison, mais d'arriver à se mettre d'accord, petit à petit, les voix parlent en même temps, et puis se taisent, et deux voix sortent, et ben c'est la décision du peuple. Et ça prend le temps que ça prend. Je trouve que c'est passionnant. Les enfants sont amenés à participer au vote aussi, tout ça. Enfin, c'est des vrais... Moi, ça m'a passionné, mais de loin. Je veux dire, encore une fois, quand je vous réponds, je veux aller à Rodez, c'est que... Moi, je suis pas très à l'aise avec les Viva, la Révolution, tout ça. Mon but... Moi aussi. Non, mais mon but n'est pas... mon but n'est pas de parler de ça. Mon but, c'est de raconter quelqu'un qui, à Rodez, Oui. prend au Non, mais mot... je comprends. Voilà, parce que Marcos dit, si vous voulez savoir qui nous sommes, prenez un miroir et regardez. Mon personnage va le prendre au mot. Et je trouve qu'on est dans une triste époque où on veut plus d'appropriation. Mais moi, je crois que dans approprier, il y a aussi proprioception, c'est tenir l'équilibre, quoi. Et que si on peut plus dire, toi, t'es un autre, ben en fait, je suis toi, et je suis plus toi que toi, et ben alors, c'est la tristesse absolue. Et donc, du coup, j'ai joué là-dessus, mais à aucun moment, j'ai voulu faire très attention dans mon livre, je manipule l'humour, mais à aucun moment. Enfin, je veux dire, mon livre est dédicacé à Lezé d'Hélène, tout simplement parce que je crois qu'il faut faire très attention. C'est une lutte qui est en cours, avec des corps qui sont en jeu. Et les révoltes ne sont pas dans les livres, pas dans les théâtres, pas dans les librairies. Hein. Elles sont dans la rue. Ou dans la rue. Donc, du coup, il n'y a pas du tout pour moi un désir de dire quoi que ce soit là-dessus. Il y a un désir d'éprouver quelque chose, de le ressentir, mais pas du tout d'être prosélyte face à ça. Pas du tout, je ne me permettrai pas de prendre cette parole. Elle est prise par eux très bien. Ils n'ont pas besoin qu'on la reformule. Mais tu nous fais une espèce de révolution à la française, dirons-nous. En tout cas, tu appuies volontairement sur tous les travers. Tu vois, l'expropriation dont il fait partie, le côté magouille administrative. On sent que tu avais envie d'appuyer quand même sur des éléments très français. Les ZAD, enfin la ZAD, on voit bien, le mouvement des Gilets jaunes, il y avait quand même quelque chose de très franco-français dans sa manière de faire. Oui, ben c'est ça qui est drôle dans la comédie Don Quichotte, c'est que tu dis, maintenant place à la poésie, à l'héroïsme, bon, ben le boucher va dire oui, mais ça fera 4 francs 50. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, c'est dur hein, de renverser le monde, c'est dur de mourir, c'est long. Donc pareil, moi j'aime bien scène où
où il vient pour parler de ses découvertes avec ses potes, sauf qu'il n'a pas bien fini le livre de Marx, il n'arrive pas encore à dire, et ses potes lui font des raccourcis, ça l'énerve. C'est ça aussi qui est beau, il a des petits gestes, il a des petits énervements. Et puis un soir, il se fait taper par des Kaira à scooter parce qu'ils le prennent pour un artiste un peu débile, et c'est pas facile, et on s'en sort comme ça, et le monde boite. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans le Don Quichotte. Parce que beaucoup de gens aiment Don Quichotte et peu l'ont lu. Et quand ils le lisent, ils disent « Putain, c'est long, c'est bavard. » Et parce que c'est dur de mourir. Parce que ça fait mal. Et alors, je rajoute même quelque chose sur Don Quichotte. Alors, je suis un grand amateur de Don Quichotte. On l'a aujourd'hui, on l'imagine très idiot. Ouais. Ce qui est complètement faux dans le roman. C'est-à-dire, arrêtons de croire que Don Quichotte est idiot. C'est pas un mec un peu fou et idiot qui va se battre contre des moulins. Au contraire, c'est quelqu'un qui a trop lu et qui croit qu'en fait la réalité c'est ce qu'il a pu lire comme roman de chevalerie, et donc qui finalement est quelqu'un d'extrêmement lettré. Et donc c'est pas l'idiot du village tel qu'on peut l'imaginer. Marco, il est pas si idiot que ça, bien au contraire. Oui, et puis la figure de Don Quichotte, tu m'en parlais, Cédric, cette fois, tu sais, tu parlais du trickster. Ça me lâche pas, ça, c'est hyper beau. C'est une figure, parce qu'on connaît beaucoup. Tu m'arrêtes si je dis des conneries, mais ce que j'en comprends, c'est que parce que Cédric est clown, et du coup, on parlait ensemble de ça, et il me disait, on connaît beaucoup la figure du bouffon du roi, mais il y a le trickster qui est un bouffon nomade, et qui allait dans les villages, et qui repérait les points de tension, les non-dits, et les mettait à nu, en fait. Par exemple, repérer un adultère et le mettait à jour en faisant des blagues. Et à la fin, il devait vite partir parce que tout le monde voulait le tuer. Mais il avait relibéré des tensions. Le trickster, c'est une figure, c'est une figure océanienne d'un petit lutin qui vient sur ton épaule, pris à pic. Donc je pense que c'est pas lui, c'est vraiment la question du bouffon. Là, tu parles du bouffon italien, oui. Celui qui finalement venait dans les villages et laissait son carrosse derrière parce que une fois qu'il avait joué, il fallait qu'il parte de la ville. Donc c'était un acteur de survie, quoi. C'était quelqu'un qui demandait à être payé avant. Et parce qu'il allait peut-être partir très vite. Et donc oui, moi il y a quelque chose qui m'a bouleversé chez Don Quichotte là-dessus. D'ailleurs Don Quichotte, dès qu'on le croit définitivement fada, il sort la chose la plus belle et rationnelle qui soit. Il n'est jamais là où on l'attend. Et surtout, il dit, ce qui est génial, c'est que Don Quichotte dit « J'ai lu trop d'histoires de chevaliers et je vais me prendre pour un chevalier. » Tout le monde se fout de sa gueule. Et en lui disant « Tu vis dans des fables », il va sur les routes et il ne rencontre que des fables. C'est génial. Donc, et au bout de 1400 pages, Cervantes nous dit « Mais tu te moques de mon personnage, mais c'est pas toi l'ordure. » Et tout d'un coup, on est pris d'un... Et c'est ça qui me fascine avec les Don Quichotte, c'est qu'ils sont pour moi le conte par excellence, parce qu'ils provoquent à la fois l'adhésion, le rejet. Ils prennent au mot le monde dans lequel ils vivent. Et je crois qu'on est dans un monde qui souffre vachement de l'information. C'est-à-dire que le conte disparaît au profit de l'information. On doit savoir le fin mot de l'histoire. On doit savoir ce qu'on cherchait à nous dire. Et je crois que les contes ont longue vie, parce que si on savait pourquoi Oedipe se crevait les yeux, si on savait pourquoi Hamlet avait le meurtre, le meurtre pour porter tout le malheur du Danemark sur lui, bien alors on les regarderait plus. Parce qu'une information en chasse une autre. Un conte se pose là comme un mystère et il agite le monde jusqu'à ce que le monde en crève. Et ça, c'est beau. D'où le réalisme magique que t'aimes tant, qui finalement n'apporte pas toujours une solution à toutes les réponses. Non. Et laisse planer une sorte de forme magique ou un peu fantastique. Oui, parce que moi je viens de la société du spectacle, je suis un gamin qui s'est né dans les années 80, et ben oui, j'ai grandi dans des images dominantes hollywoodiennes, et je vais pas me mettre à faire croire que je lis Racine toute la journée, c'est faux. Donc je vis dans ce monde-là, il faut bien que je fabrique mes ailes avec la boue, quoi. Je veux dire, et donc c'est ça qui me plaît dans cette figure, c'est que elle est à cet endroit-là. Elle est à cet endroit-là et elle va prendre au mot la folie. Moi, il y a un truc, alors, tout à l'heure, juste quand Julien est arrivé, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on peut parler de la différence entre écrire le théâtre et écrire un roman? Il m'a dit, mais j'ai pas écrit de pièce de théâtre. Alors, est-ce que tu veux bien nous raconter d'autres? Non, mais t'as raison. Mais pas celle-ci, pas sur le roman. Et je pensais j'ai pas écrit de pièce de théâtre. Donc, vous m'arrêtez si je me trompe, le 22 novembre Oui. sera joué
Rodez, Mexico. Je fais attention à ce que je raconte. Hein. Non, tu dis bien. Et donc, tu me confirmes que vous avez la méthode que tu as évoquée un petit peu tout à l'heure, mais je la trouve hyper intéressante. Tu as apporté un texte, et les comédiens en font ce qu'ils veulent. Ouais. L'idée, c'est de dire que, vous voyez, ce qui me passionne, c'est que un acteur ou une actrice qui joue, mais qui joue, hein, qui joue. Non, parce que... non, mais pas qui... Ça, quand ça joue, ça écrit. C'est très rare. Mais par contre, qu'un acteur qui joue, il pense 1000 fois plus vite que quelqu'un qui écrit à sa table. Et 1000 fois plus fort. Par contre, quelqu'un qui écrit à sa table a pensé 1000 fois plus longtemps. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est pas d'assurer la paix entre ces deux vitesses, mais c'est d'organiser un crash sur une autoroute, une collision. C'est-à-dire, pour être plus clair, quand on improvise, on apparaît socialement. C'est-à-dire, on met une gige, je dis « aïe, ça fait mal », je suis action-réaction, je suis vraiment dans la chose, donc j'apparais socialement. Mais la poésie, c'est une disparition sociale. Quand on prend une pensée longue de Shakespeare, il faut presque sortir de soi, c'est une désincarnation presque, dans un premier temps. Et bien je dis qu'entre cette surincarnation et cette désincarnation, il y a un vertige qui est vachement intéressant, à une friction. Donc tout connement, les acteurs et actrices cherchent dans ce bordel. Ce qui m'intéresse, c'est de leur dire, voilà le problème, trouvons ensemble la solution au plateau. Par exemple, je peux vous donner l'exemple de Philippe K. ou La fille aux cheveux noirs, parce que c'est plus clair pour moi, parce qu'il est devenu une pièce, on l'a écrite. Donc, j'écris ce mec qui est auteur de science-fiction et qui soupçonne Nixon de changer toute la Californie en androïde. Donc j'écris un recueil de poèmes, des histoires. Premier jour, l'acteur vient derrière son bureau et avec des objets du quotidien, dont un fer à repasser, essaie d'écrire la nouvelle de science-fiction qui était Blade Runner en l'occurrence, et transforme le fer à repasser en vaisseau spatial. C'est génial. C'est-à-dire qu'il me fait toute la réification, toute la société qui rentre dans la cuisine, tout ça, il me le fait en jeu. Il m'a dépassé. Il a dépassé 3 ans d'écriture en 5 minutes. Et c'est passionnant. Par contre, des fois, l'acteur qui improvise est un peu con. C'est-à-dire que... mais il en a besoin. Mais c'est-à-dire qu'il va... Et c'est là où le geste artistique peut être intéressant. Tu lui dis, ah, je t'ai mis la gifle, t'as dit aïe, ben... caresse-moi la joue et dis-moi que tu m'aimes. Parce que j'ai pensé à ça, je l'ai décalé le geste. Et petit à petit, je dis, puis là, ce climax d'impro que vous avez trouvé, 10 poèmes. Je sais pas ce qu'il veut dire, mais vas-y, ça va. Et petit à petit, le poème structure l'improvisation, l'impro bouscule le poème, et on trouve ce qu'on appelle la 3e langue, quoi, celle qu'on a en commun. Mais là, le roman, c'est pas les poèmes. C'est-à-dire que le poème, il se désituationne comme on veut. Je veux dire, je peux avoir écrit un poème en imaginant une situation et le plaquer sur une autre et ça rentre. Le roman nous impose quand même, il ne nous donne pas trop de poèmes et il nous impose une structure. Mais par contre, il faut en découvrir sa réalité théâtrale. C'est-à-dire que le théâtre, le roman en gros dit tout et le théâtre doit savoir ce qu'il ne va pas dire. Parce que ce qui est intéressant au théâtre, c'est ce qu'on ne dit pas quand même souvent. Et du coup, c'est passionnant. Donc du coup, on se retrouve avec ce problème et là, on a répété... 4 semaines et on a encore 3 semaines avant la création, donc avec Samuel on a pris du recul, on a vu la structure qui apparaissait et on est en train de coucher quand même quelque chose mais qui va être balayé par le 2e jour de répétition et t'acceptes le lâcher prise sur cette œuvre? Parce que vous l'avez compris, en fait, il y a plein de points qui sont abordés dans ton roman, ouais, qui sont plein de formes très différentes. Imaginons que je suis ton acteur. Ouais. Je décide de m'orienter juste sur les rêves parce que le côté onirique m'attire plus. Tu acceptes que je gomme l'aspect politique? Ben, on va en parler. Je vais te dire, si tu... Non, mais c'est passionnant parce que, par exemple, l'acteur qui joue Marco, il a décidé de porter la narration, de dire « Salut, moi je m'appelle Marco », il raconte sa vie. Il invente des interlocuteurs qui sont pas là. Tout d'un coup, il y a une scène avec ses potes. Il me donne ce diapason, je dis « Bon, ben alors tu me donnes le diapason du conte, c'est l'histoire de Marco. » Donc, tout ce qui est à côté, les rêves et tout, on va leur trouver une autre réalité. Mais s'il me dit, bah moi ce qui m'intéresse, c'est le vol sur le corbeau au-dessus de Rodez et tout, on part de là, peut-être le corbeau prend une place comme ça et Rodez prend une place comme ça. Mais après, il n'y a pas que ça, il y a un ami qui est Laurent Tixador, qui est le scénographe, qui est un très très beau plasticien, qui lui m'a dit, moi,
Dans ton roman, ce qui est important, c'est le rond-point devant la baraque du mec et son pavillon saumon. Simplement, je te ferai jamais une façade de pavillon comme une scénographie pourrie. Et lui, il travaille qu'avec des déchets. Donc, il a cousu des déchets roses ensemble, avec des trucs Alsa et tout, qui vont faire le pavillon rose. Il a mis des déchets verts sur le rond-point avec des fausses taupinières en plastique. Et il me dit, et là, il me donne un diapason. Il me dit, tes personnages vivent dans un monde de plastique, avec des outils qui sont des jouets en plastique. Et bien, tout d'un coup, le personnage au milieu du roman va vomir de rage. Ben là, mon personnage, la réalité théâtrale, c'est qu'il va vomir sur le plastique. C'est-à-dire qu'il va être comme un géant dans un monde de plastique un petit peu désincarné, et il va devoir exploser ce décor. Le théâtre amène une autre... Le théâtre, c'est du présent. Donc, le roman, il peut te dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe dans les rêves. Le théâtre, tu peux pas lui mentir là-dessus. Alors justement, je m'interroge par rapport au projet que vous avez eu dans c'est un roman, c'est une fiction, c'est adapté au théâtre pour Trafic. Ouais. Mais il me semble que la puissance de libération, d'évocation, de transformation de l'expérience collective au théâtre est plus intense qu'une fiction. Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, il y a une expérience collective présente. Et qu'est-ce qui me poussera à acheter votre bouquin? Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça... Parce que moi, pour penser ce qui nous arrive, pour moi, le théâtre, c'est fabuleux, quoi. C'est vrai que sur l'expérience zapatiste, on peut lire Bâcher, par exemple. C'est bien. On peut aller aussi au Chiapas, c'est plus difficile. Et donc, qu'est-ce que votre fiction apporte ou pourrait apporter pour le lecteur, quoi, par rapport à l'expérience théâtrale qu'on va avoir le 22 novembre? Oui, je peux... Alors moi, c'est vrai que mon dada, c'est le théâtre. Hein. Non, mais on va arrêter là. Non, mais c'est vrai que... alors, il y a plein de choses qui se mélangent, mais c'est vrai que le problème, c'est que le théâtre en littérature et en poésie, vraiment tout le monde s'en cogne. Alors du coup... Ça se lit pas, ça se voit. Ah non, c'est très beau à lire aussi. Moi, j'en lis pas beaucoup, hein, mais c'est très beau à lire. On m'a dit que... Ouais, il paraît que c'est super. Mais non, moi, déjà, il faut savoir que depuis quelques années, ça va pas très bien. De moins en moins bien. Et qu'on est passé de 2 ans pour monter une production à 4 ans, quand on veut encore défendre un peu un groupe. C'est-à-dire, moi, ils sont 7. Hein. Mais aujourd'hui, c'est l'équivalent de 30 dans les années 70. Et du coup, on met 4 ans à monter la création. Et vous le voyez, si je monte un Jon Fosse, qui est un auteur norvégien formidable de théâtre, mais il écrit des pièces qui sont très avares en mots et qui font 30 pages, si je fais ça pendant 4 ans, et que je fais un dossier de subvention, je vais me changer en dossier de subvention. Et ce qui m'intéressait, moi, ces parties-là, les recueils de poèmes, c'est comment ne pas devenir victime de ce long temps qu'on m'impose et en faire, au contraire, une excitation, un partage. Donc de se mettre des missions impossibles. Et Vincent Haro, mon collaborateur et pote, qui lui a fait vachement les prépas et tout, et j'ai mis 6 mois à le convaincre. Il suait quand je lui disais roman, il disait non, c'est compliqué le roman. Bon. Après, le roman... moi, ce qui me plaît, si vous voulez, c'est que c'est une hantise. C'est que j'aime poser le problème. Et d'ailleurs, on a décidé de ne pas éditer le texte de théâtre. Et je peux jurer, je ne sais pas si ça va répondre, mais pendant les marches, on a demandé à ce que tous les copains qui viennent marcher avec nous, parce qu'il y avait plein de gens qui marchaient avec nous, mais qui n'étaient pas des acteurs forcément, qui quittaient un lieu, qui bossaient dans le lieu. T'étais là, Sandra... Et on a dit, tout le monde lit le roman qui était encore en l'état. Pourquoi? Pour ne pas avoir des spectateurs, mais des acteurs. C'est-à-dire des gens qui partagent un secret avec nous et qui laissent ces acteurs, et tout d'un coup, les boutures se font, tout ça. Le roman, après, a pris sa vie et est devenu un vrai roman. En soi, où c'est plus l'excuse pour faire du théâtre. Donc je crois que ce qui est intéressant, c'est que le spectacle sera beaucoup plus vivant que le roman, mais beaucoup plus décevant. Parce que j'ai pas encore 65 ans, je peux pas faire un spectacle de 8 heures. Donc du coup je vais couper des trucs. Donc du coup je veux faire 1h50, 2 heures, parce que c'est des comptes, ça doit être des flèches. Ce qui m'intéresse, c'est
c'est qu'on ait le problème et qu'on regarde une solution. Mais par exemple, si moi j'ai bossé avec des jeunes du Conservatoire de Rennes, ils ont proposé un tout autre diapason. Parce que dans mon roman, la mère de mon personnage, il vit avec sa mère, est secrétaire de mairie. Et lui est jardinier communal. Et elle va se marier avec le maire qui est un social-démocrate. Pardon. Bon, ben eux, ce qui les éclatait, c'était que le maire se tape la mère, quoi. Et qu'en plus, ça soit un sauce d'em, c'est la honte, quoi. Et à table, il lui dit, mais tu sais, moi aussi, j'ai fait des barricades en 68, et l'autre, il est là, il a envie de crever et tout. Et ben, les jeunes, ça les a éclatés. Le maire, il nique ta mère, quoi. Et eux, ils auraient pu partir là-dessus. Bon, les miens, ils ont 40, 45 ans, ils ont un peu quitté. Ça les éclate plus des masses, quoi. Enfin, si, 10 minutes, quoi. Et puis après, bon, on a vu que... Donc on a fermé cette porte, vous voyez, exemple. Ok. Voilà. Alors je rajoute une petite tentative, mais tu vas rebondir dessus. Est-ce que tu n'as pas un côté pratique individuel dans la lecture, autant que tu souhaites, sur les moments que tu souhaites? Est-ce que dans le théâtre, on n'est pas sur une pratique qui serait plus collective? Si. Alors j'ai jamais joué, je le regrette, un jour je lance l'appel si vous le souhaitez. Est-ce que justement quand tu joues une pièce, tu n'as pas le retour un peu du public? Est-ce que tu n'as pas une manière d'intervenir par rapport au retour du public, notamment quand vous avez autant d'impro dans votre travail? Oui. Une fois que tu l'as écrit, t'es pas venu glisser dans l'oreille, là faut que tu le lises de cette manière, ce chapitre-là. Oui. Alors que quelque part, le théâtre te permet un petit peu de changer ta vision d'eux. C'est vrai que c'est une torture depuis qu'il est sorti à la rentrée, là, parce que nous, on est du théâtre, et tu fais une soirée de lancement à Paris, t'as plein de potes qui viennent, ils repartent avec ton livre, mais c'est tout, hein, c'est fini, tu n'auras plus de nouvelles. Tu sais pas s'ils vont le lire dans la nuit, dans 8 ans, s'ils vont lire 3 pages. Et c'est vrai que c'est un rapport. Il y a quelque chose dans le livre qui est magnifique, qui est quand même une bouteille jetée à la mer et destinée au pilon. Et c'est assez. Non, pas chez l'échec. Non, mais je rigole. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez beau cette temporalité. Et au théâtre, c'est vrai qu'il y a expérience collective, mais il y a plein de choses qui nous échappent. Et c'est vrai que quand on perd beaucoup, quand on manipule l'écriture de plateau et tout. Mais ça c'est peut-être la nouveauté, mais il y a une excitation à dire au moins ça n'échappera pas. Voilà, tu vois, mais ça se trouve c'est la même. Faudra faire les deux. On n'a pas d'autre réponse. D'ailleurs, ça peut être une expérience collective, la lecture d'un roman. Tout à C'est fait. pas forcément individuel. Ouais, ouais. Oui, On est en d'accord. interaction avec l'auteur. Ouais, tout à fait. D'autres questions dans l'assemblée? Le film c'est mieux que le théâtre, enfin, on peut tenter des trucs. Non, d'ailleurs, il y a un documentaire que je vous conseille, parce qu'il voit en fait très concrètement cette grotte là. Après sa fête sur le Larzac, il tombe sur une bergerie troglodytique avec des vieux babacools qui regardent un documentaire sur le sous-commandant Marcos. Et ce documentaire existe. Il a été réalisé par Carmen Castillo, qui est une grande figure de la révolution chilienne. Et je vous le conseille, il s'appelle La véridique légende du sous-commandant Marcos. Ça dure 1 heure et c'est un des rares interviews qui durent longtemps du sous-commandant. Et il invite Carmen Castillo dans les montagnes sans lui donner d'heures, de jours, et lui dit passe. Et vu que c'est Castillo, elle passe tous les checkpoints pendant, et c'est à pleurer de beauté. Elle attend, on sait pas, à un moment elle est dans une clairière et on sait pas, on pense qu'elle attend depuis des heures, parce qu'on lui dit c'est pas sûr, et puis on voit des guerrieros surgir comme ça, un peu à contre-temps de la jungle. Et puis, au bout de 4-5 gars, il y a un mec avec une pipe, fait comme ça, il s'installe et ils sont sur un tronc d'arbre au milieu de la jungle. Et ils parlent, et c'est magnifique. Voilà. Et alors, il est un peu difficile à trouver, mais on le trouve. La véridique légende du sous-commandant. Mais dans les langues indiennes, il n'y a pas la notion de temps. C'est pour ça que les Mexicains sont toujours en retard et qui vous donnent une heure qui est plus qu'approximative. Donc vous, en tant qu'Européens, vous arrivez à l'heure quand vous avez rendez-vous, mais eux, ils s'en foutent. Mais complètement, quoi. Parce que dans les langues indiennes, il y a un avant et un après. Ils ont cette notion, avant-après, mais pas... Hier, avant-hier, il y a un mois. C'est ce que dit très bien Marcos, justement, quand il dit qu'on ne sait pas bien si les histoires qu'il raconte se sont passées il y a 1000 ans, demain, tout à l'heure. Il dit c'est très troublant.
au début parce qu'on ne sait pas bien. On ne sait pas bien. Donc quand on nous dit qu'on a vu le cheval de Zapata, on est troublé. Parce que c'est pas une métaphore. Moi, c'est vraiment cette chose qui m'excite beaucoup avec cet imaginaire, ce n'est pas une métaphore. Donc je trouve ça très beau de dire nous sommes au Mexique. Ce n'est pas une métaphore. Le monde s'est renversé. Donc jusqu'où ça tire, et c'est ça que la figure de Don Quichotte permet d'éprouver, quoi. Et pour revenir sur votre question, la forme roman force à ça. Elle force à dire, bon, alors tiens, il va retrouver ses potes, comment il va faire? Ah ben tiens, il va revenir, il est devenu un guerriero zapatiste, il a une cagoule, comment il va faire? Comment on fait pour que le roman il termine pas? Donc comment on... Et c'est passionnant parce que ça... Enfin moi, notre métier, c'est quand même raconter des histoires. Et vu quand même, c'est un peu l'arnaque que je fais, c'est quand même pas mal de penser à l'histoire avant que les acteurs la trouvent. C'est-à-dire que quand même, ils sont rassurés, quoi. Ils t'en veulent en même temps, hein, mais ça les rassure quand même. Alors moi j'ai une dernière question, et je suis désolé si elle m'intéresse que moi, mais la semaine dernière j'ai lancé un prix littéraire dans un hôpital psychiatrique. Voilà, tu as travaillé sur Philippe Cadic, Ouais. Très clairement identifié comme schizophrène dans mon souvenir. Pas à juste titre, mais je dirais vraiment paranoïaque défoncé aux enfêtes, ça suffit. Entre autres, ouais. Pas un très bel homme d'ailleurs avec les femmes dans mon souvenir. Pas un très bel homme tout Il court. en a abandonné quelques-unes, ouais. Là aussi il y a un grain de folie, Marco. Ouais. C'est une thématique qui t'intéresse au oui. théâtre, en littérature, enfin, c'est quelque chose que tu avais envie de... Où il est devenu fou naturellement pour toi. Ben, Don Quichotte, il pose une question qui est géniale, il dit est-ce qu'on est vraiment fou quand on agit de manière plus folle qu'un monde fou? Et est-ce que c'est pas finalement le conte de la raison? Et c'est pour ça que je tiens à ce que... Et en fait, je me suis vachement inspiré d'Emmanuel Carrère pour Philippe K. ou La fille aux cheveux noirs, qui a écrit une fausse biographie de Philippe Cadic qui est sublime, que je vous conseille, qui s'appelle « Je suis vivant et vous êtes là ». Et il dit cette chose, qui m'a bouleversé, il dit que la fin de Don Quichotte, c'est la fin la plus triste de l'histoire de la littérature. Je sais pas si vous l'avez en tête, mais à la fin, Don Quichotte demande pardon, il se réveille, il dit « j'ai été fou, pardon », alors que tout le monde commençait à kiffer quand même. Et il fait son testament, et il meurt. Et avec Vincent, nous, on a décidé d'écrire à des Don Quichotte, mon collaborateur, qui ont raison, qui ne demandent pas pardon. Et donc, ils paraissent toujours un peu plus fous, mais ils ne demanderont pas pardon. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. La fin de Don Quichotte, c'est pas une agonie où finalement il se demande si il dit redis-moi l'histoire, tout ça, c'est quand même plus ambigu dans la fin de Non, ça, elle est hyper rare. C'est les autres qui lui disent mais non maître, on repart, venez, on va voir la fermière. Il dit arrête, je sais que j'ai déconné. Je suis devenu complètement frappé. Mais non, pas du tout. Il fait si, donne-moi du papier, je vais redevenir un homme correct, je fais mon testament, pardon, j'ai été fou. Et il meurt. Et juste, il a fait son truc notarial. En même temps, c'est magnifique, mais... Et c'est vrai que moi, je suis Carrère quand il dit non, non. Parce que c'est ça qui est dingue chez Cervantes, et je pense qu'il n'a pas fait exprès. Je pense que Cervantes, il veut vraiment écrire contre les mecs qui lisent des livres de chevalerie. Ou alors c'est l'être le plus rusé de la Terre, ce qui est possible aussi. Mais ça se peut. On sait pas, hein, ça rentre. Voilà. Donc plus que de la folie, parce qu'il y a un terme qui revient beaucoup et tu l'as d'ailleurs toi-même évoqué, certains l'ont peut-être noté, t'as la rage, ça serait plus ça alors. Le personnage navigue de sa colère jusqu'à sa rage. Ouais. C'est-à-dire il a une colère de Roquet à Rhodes, il mord quoi, il mord René, le syndicaliste, tout ça. Et puis jusqu'à ce qu'il atteigne la digne rage. Et la digne rage, elle va poser ses lèvres noires sur les siennes, et là il va certes très mal parler espagnol, mais son langage va s'élever. Et là, il va mourir au monde. Et donc il navigue de sa colère jusqu'à une digne rage qui est évidemment la dose de tendresse absolue. Le sous-commandant Marcos a fait un très très beau communiqué qui s'appelle « Il faut une certaine dose de tendresse ». Où il dit en gros il faut une certaine dose de tendresse pour pouvoir se couvrir la poitrine de plomb et disparaître dans la forêt. Il faut une certaine dose de tendresse pour ne plus supporter certaines choses. Il faut une certaine dose de tendresse pour entrer en guérilla. Voilà. Et voilà.
Mais du coup, on va pas lire un extrait, c'est bien. Non, c'était bien. Non, c'est bien. Bon, bah. Hein, qu'est-ce que vous en pensez ? Et le troisième Don Quichotte, là, tant pis. Ouais, alors. Mais là, on va se perdre. Parce que, en fait, c'est une trilogie. Alors, pardon. Le prochain, je vais travailler sur Dragon Ball. Alors. Non, mais. C'est-à-dire que là, j'ai qu'une sensation. Hein. Normalement, je pars de littérature et après, je trouve le truc rigolo. Là, j'ai que le truc rigolo, j'ai pas la littérature. Mais Son Goku comme Don Quichotte. Ouais. Non, en fait, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi un peu dans des quartiers dits populaires, tu vois, et avec mes potes, j'ai des potes qui ont des vies parfois très tristes et qui sont, vous savez, cette génération où c'est devant YouTube et ça suppose qu'il y a des mecs en train de nous jeter des sorts, des Illuminati, alors juste qu'en fait que t'as un travail de merde et que t'as une vie de merde. Bon. Et on a passé des heures à s'engueuler sur qui était le plus fort de Sangoku, Vegeta, c'est des dessins animés des années 80 japonais. Et moi j'ai un copain qui est intérimaire et qui me dit mais moi j'en ai rien à foutre parce que je vais voler, je vais faire des boules de feu. Et on est toujours dans une figure de Don Quichotte, c'est-à-dire qu'après le paranoïaque, on aura eu le mythomane, le chasseur de mythes. Et évidemment il chasse les mythes, parce que sinon c'est les mythes qui te chassent. Chasse les mythes, sinon c'est eux qui viendront. Et le troisième, on va dire que ça va être la surpuissance. Donc à chaque fois on se base sur un fait psychiatrique qu'on affirme totalement. Mais honnêtement c'est trop tôt pour en parler parce qu'il faut 4 ans de travail encore, enfin de 3 ans. Mais oui, ça va boucler comme ça. Mais ce sera la même histoire. Mais terminons par un Kamehameha. Voilà, voilà, on écrit toujours plus ou moins la même histoire. Toujours quelqu'un qui voit quelqu'un dans le miroir et qui dit « Merde, je suis mort, il est vivant ». C'est toujours est-ce que je suis vivant ? Philippe Cade demande ça. Marco dit est-ce que ma vie me plaît ? Et le héros principal de Dragon Ball meurt et ressuscite 3 fois. Je sais pas, mais il y a quelque chose il faut que je trouve ce petit nuage volant, tout ça. Oui. Ouais. Bon bah, en route pour la pop culture, hein, très bien. Voilà. C'est bon pour toi ? Ouais, merci à tous. Sauf si vous avez des dernières questions. On à la fin. Mais évidemment, il reste là pour ceux qui voudraient le lire. Et puis, merci Julien, évidemment, de ta présence. On viendra évidemment assister le 22 novembre. Je ne sais pas quelle est l'heure. 20h30 à l'auditorium, le 22 novembre. À l'extérieur, c'est l'imagination sur pied, quoi. Non.